Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici un hors-série spécial e-commerce Connect, événement dont l'édition du 16 octobre 2019 est dédiée au DNVB, Digital Native Vertical Brand, autrement dit un événement pour les nouvelles marques pure players du e-commerce qui maîtrisent la chaîne de valeur de A à Z, de la création en passant par la production, la vente et jusqu'à la livraison chez le client. À cette occasion, j'ai enregistré une courte interview de 15 minutes environ de chacun des principaux speakers de la keynote. Chaque interview correspond donc à un nouvel épisode du podcast, bien sûr, toujours sans coupure. Je vous souhaite une bonne écoute à vous tous. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de venir sur les Digital Doers. Tu es le fondateur de Fago. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc Nicolas, j'ai créé en 2009, donc il y a 10 ans maintenant, Fago, une marque mode et responsable avec mon associé Fred. À l'époque, on était sur les bancs de l'école et on voulait... Tu as fait quoi comme école ? J'ai fait l'ISTEC, une école de commerce post-bac à Paris, et qui nous a vachement appris à être des couteaux suisses et surtout à vouloir créer son propre projet. À l'époque, on parlait d'entrepreneuriat sans savoir que c'était de l'entrepreneuriat. T'es à l'école, tu rencontres ton associé dans cette école ? Voilà. Son nom ? Frédéric. Donc, avec Frédéric, vous suivez un cursus entrepreneurial ? Non, justement, les mots n'étaient pas mis à l'époque. C'est-à-dire que je pense qu'en 2009, on parlait difficilement d'entrepreneuriat, de créer sa marque, de créer sa boîte. Nous, on voulait juste en fait gérer un projet de A à Z qui nous ressemble. Ça s'appelle de l'entrepreneuriat, mais on ne le savait pas. D'accord. Enfin, et donc comment... C'est-à-dire que ça ne nous était pas enseigné, clairement. On savait juste que, en fait, on était parti d'un constat. On apporte tous des baskets, mais qui sont toutes les mêmes marques, on a toutes les mêmes baskets. Il n'y a pas de nouveauté, et surtout ces marques-là n'ont pas intégré une verticale environnementale dans leur ADN de base. Ouais. Et on trouvait que ça manquait. Parce qu'on est cette génération, on nous a fait culpabiliser en nous disant c'est la crise. Donc c'est la crise, il faut tout réinventer. Rien n'est acquis. Et 2, le monde de demain n'existera sûrement plus avec les catastrophes climatiques. Donc, nous, on s'est dit, on va prendre un symbole, la basket, et on va la mettre, on va la faire mode et vertueuse. Parce que d'abord, en fait, ce qui est important, c'est que notre client aime d'abord nos produits et ensuite découvre qu'ils sont bien faits. Mais attends, ça c'est ce que tu es capable de tenir comme discours aujourd'hui, 10 ans après, mais quand tu es encore à l'école avec Frédéric, déjà vous teniez ce genre de discours ? On soutenait dès le début qu'on devait être une marque mode responsable. Donc vous avez... C'est-à-dire qu'on se disait, alors avec des mots qui sont peut-être pas aussi précis, mais à l'époque c'était on doit réinventer la basket. C'est tout simplement, c'était notre point de départ. Repenser la basket, qui est un produit étendard de notre génération. On porte tous les mêmes, comment on fait ? Et du coup, on s'est quand même posé pendant 6 mois, au lieu de faire un stage en entreprise, on a fait un stage de création d'entreprise, du coup, la nôtre, quoi, avec un business plan, avec des études de marché, avec des questionnaires aux copains, avec de la recherche de fonds. C'était une vraie problématique qu'on imaginait. Mais c'est quoi comment on fait quand concrètement vous arrivez à la fin de ces 6 mois de réflexion à vous dire voilà, on va lancer. Il faut trouver un nom, il faut trouver des fabricants, il faut trouver ensuite des clients. Comment vous avez fait ? En fait, il faut se dire que dans cet entrepreneuriat, c'était un peu décousu, mais il y a plein de points qui nous paraissaient les points les plus difficiles, qui en fait étaient des points bénins. Le premier truc, c'est le statut d'entreprise. On avait l'impression que c'était une montagne, que c'était notre vie qui allait en dépendre. Alors, on te fait facilement peur avec ça. C'est vraiment très con, quoi. Les gars, quoi. Il faut se détendre. Du coup, on est allé en SARL, très simple. Et en fait, ça nous a pris 1 mois de réflexion, alors que le nom de la marque était assez instinctif. Fago, voilà, parce que ça veut dire France en chinois, qu'on revenait d'un échange universitaire là-bas et qu'on a adoré ce pays et qu'on voulait en parler. En fait, il y a des questions dans l'entrepreneuriat qui devraient être du coup aujourd'hui désamorcées, celle de notamment des statuts. Tu veux dire démystifier ? Ouais, démystifier, je crois. Tout à fait. La recherche de fonds, on en parle en fait comme si c'était. Et comment vous avez fait alors vous en fait, à un moment, on s'y est mis, quoi. On en parle beaucoup et après le jour où il faut s'y mettre, on s'est juste dit attends, en fait, on a un business plan, on a 50 000 € à trouver. Comment on fait ? On est allé voir des banquiers qui nous ont dit non. Ensuite, on est allé voir des banquiers, on leur a dit on fait un prêt étudiant. Voilà, on a débloqué 17 500 € chacun pour constituer 30 000 €. Il nous manquait 20 000 €.
On est allé voir tous les copains, on a arrosé en conférence dans notre école, on a pris la salle, la grande salle, on faisait des petits PowerPoints, les copains, ce que vous pouvez investir, entre 500 et 1500 euros. On a eu 12 copains qui nous ont suivis. Et à l'époque, je dois le dire quand même que c'est couillu ce qu'ils ont fait, les copains, parce que je sais même pas si je l'aurais fait moi-même. Enfin bref, c'est quand même à 22 ans, on n'a pas beaucoup d'argent. Nous, on était dans une situation quand même particulièrement... pas de difficulté, mais en tout cas, c'était pas facile de trouver cet argent, quoi. Ils nous ont suivis. Donc en fait, on a démystifié aussi cette recherche de fonds en étant agile pour détourner en fait le système, quoi. Notre prêt étudiant et les copains. Donc vous avez trouvé les fonds nécessaires, vous aviez l'idée, vous aviez la structure juridique. Voilà. Maintenant l'histoire commence. Ouais. Et surtout en fait, on a passé beaucoup de temps sur le produit. Ouais. Raconte comment. Nous, ce qu'on se disait, c'est que le financement, le statut, notre ordinateur, c'est pas très important. Non, ce qui est important, c'est de faire un beau produit responsable. C'est ça la finalité. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens portent cette chaussure comme un étendard. Et alors, cette paire de baskets. Par quoi on commence pour faire un produit déjà, on se dit, il y a de l'intuition. Nous, on voulait une paire de baskets. Ouais. On regarde un peu le marché, on s'aperçoit que les semelles étaient très fines à l'époque, les chaussures plutôt bien, pas très larges, plutôt un peu effilées sur le pied. Il y avait un petit look vintage. Il fallait qu'elle soit en toile de coton, qui était la matière emblématique à l'époque. Il fallait qu'il y ait un petit two cap, donc c'est un petit cabochon sur l'avant de la chaussure pour protéger plus durablement la chaussure. Il fallait qu'elle ait de la couleur aussi, parce que la couleur plaisait. Et en fait, on a fait une étude de marché auprès de nos copains et auprès des magasins. On est allé voir des magasins, on leur a dit qu'est-ce que vous vendez bien, qu'est-ce que vous vendez bien, qu'est-ce que vous vendez bien. Et on est allé voir nos copains, qu'est-ce que tu aimerais acheter. Voilà. Et du coup, c'est ce qui nous a fait régler, par exemple, le millimétrage précis de la semelle. 14 mm, pas un de plus, pas un moins. Et donc là, c'est la création. Alors, en fait. Là, tu fais la création. Et on était dans de l'alchimie, du coup, entre matière, forme, ergonomie. Et comment tu dessines ça ? Il y a des logiciels, il y a les crayons. Comment on fait ? Alors, plus basique que ça. La première paire était dessinée sur Paint. Ok. Waouh. Les dinosaures. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, une usine, tu lui transmets un dessin en 2D, donc sur Paint, et en fait, elle sait le réadapter en 3D. Ok. Elle nous propose des moules comme des Attends, on va arriver sur l'usine. Mais donc, sur Paint, vous faites votre chaussure. On la dessine comme si je dessinais, dessine-moi une maison, la maison de tes rêves. Et là, moi, je dessine la chaussure de mes rêves. Vous avez dessiné la chaussure de vos rêves. Et vous avez le design. Oui. Vous le validez auprès de vos potes. Alors, on le montre à certaines personnes en disant ça te plaît. Ah putain, j'arrive pas à me rendre compte, les gars, là, c'est Paint, là, franchement. Et nous, on dit, ok, à un moment, il y a aussi notre instinct. Bon, nous, on y croit. Vous avez la conviction que c'est le bon design. Ouais, voilà. Maintenant, et puis après, on n'a pas le temps non plus de se poser 10 milliards de questions. Ouais, tu as envie de le lancer en plus. Ouais, voilà. Tu as le design. Ouais. Maintenant, il faut la matière et l'usine qui va te produire ça. Exactement. Pareil, démystifier les usines. Alors, à l'époque, on flippait de payer 40 € un prototype de chaussures parce qu'on se disait qu'on se faisait arnaquer. Putain. Et on a passé vraiment 15 jours avec mon associé à se dire est-ce qu'on envoie vraiment ce dossier à ce gars-là qui veut nous faire payer 40 € un prototype alors qu'on nous avait dit que c'était gratuit, etc. On a perdu un mois. Bon, bref. T'avais quel âge ? 23 ans, 22 ans. Ouais, j'avais 22 ans. Ouais. Mais on flippait de tout. Ouais, mais c'est normal, tu connais pas. Et tant mieux, parce que du coup, ça nous a fait garder un peu un sens critique. Aujourd'hui, on est assez radin devant la dépense. C'est-à-dire qu'on se pose la question à 10 fois avant de dépenser. Et on est toujours un peu sceptique, quoi. Donc on se pose plein de questions sur est-ce que c'est la bonne manière. On rebat les cartes souvent. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de marques se lancer, contrairement à l'époque. Je pense qu'il y a aussi un changement des usines qui accueillent beaucoup mieux les petits projets. Ok, revenons sur le tien. Donc nous, on envoie ces dessins à une usine. Où ? En Chine, ouais. À Wuhan. Et comment tu as fait pour la trouver ? Alors on l'a trouvée via la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur un forum où une franco-chinoise était le lien d'une usine directe. Ok. Voilà. Et donc cette usine, elle est au milieu des champs de thé à Wuhan, magnifique. Et nous, on n'est pas allé les visiter encore parce que ça nous faisait flipper de payer 500 balles un billet d'avion pour aller là-bas, etc. On n'était pas prêts. Et donc du coup, on a travaillé en lien, en cheville avec cette dame, donc Wingfa, qui a pris notre paint, qui l'a envoyé à l'usine. L'usine nous a proposé des formes. Les formes, il faut comprendre qu'une chaussure, ça part d'un importe-pièce, un peu comme, vous voyez, quand dans des chaussures de costume, on met des formes en bois. Ouais. Voilà. En fait, une chaussure, elle est formée à partir de cette forme en bois qui est là pour le coup en moule, en aluminium, en quelque sorte. Le moule, et on façonne la chaussure autour. Okay. On y met la semelle, on y met le dessus, les lacets, etc. Et donc le plus important, c'est cette forme de départ en alu.
ils nous ont envoyé du coup quelques chaussures faites et on disait non, ça va pas, en fait, regarde, là, l'avant c'est trop large, mon pied, je respire trop, non, ça va pas du tout. On avait dit qu'on voulait une chaussure plus effilée, moins skate. Ok, très bien. Du coup, ils ont pris la forme on a lu, ils l'ont raboté et ils ont refait par-dessus une chaussure. Donc là, c'est par itération, avec des échanges. Avec des échanges, heureusement avec donc Wingfa qui venait nous voir dans notre appartement à l'époque, parce que c'était l'appartement étudiant. Et du coup, on lui montrait, on lui disait, mais non, en fait, on veut effiler ça. Ok, très bien, il va falloir attendre un mois, parce que dans un mois, là, ça revient. Voilà. Donc en fait, en 3 mois, au bout de 3 allers-retours, on a eu notre produit. Parce qu'on y passait un temps mais méticuleux, on était au millimètre près, on refaisait les dessins au millimètre, etc. Et après, très rapidement, l'usine nous a quand même dit bon les gars, Paint c'est sympa, mais à un moment il va falloir passer à la vitesse supérieure. Et donc là, on a pris une stagiaire qui nous a aidés parce qu'elle maîtrisait ces logiciels qu'on ne connaissait pas. C'est quoi les logiciels ? La suite Adobe. Ok. Mais moi, c'était inconnu. Donc là, tu parles de la production, c'est-à-dire la mise, rendre concret le design auquel vous avez réfléchi. Oui. Et il y a la matière. Oui. Tu parlais de matière... De coton, qui était la matière à la mode à l'époque. Ouais. Et nous, c'était très important. On a choisi un coton qui était fabriqué localement, donc à moins de 200 km de l'usine, pour réduire nos émissions de CO2. Voilà. Très tôt, en fait, on s'est concerné par les matières. On a mis, et pour le coup, on a mis du temps, mais aujourd'hui, on sort 10% de notre collection qui est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Et dans 3 mois, donc cet été, ce sera 50% de la collection qui sera fabriquée à partir de matériaux recyclés. Parce qu'on a mis du temps aussi à comprendre. Les matériaux recyclés, c'est les gommes, c'est quoi ? Alors, c'est le caoutchouc. Déjà, nos semelles sont fabriquées à partir de 15% de caoutchouc recyclé et elles sont en caoutchouc naturel, pas issu de pétrole, pour nos baskets. Ensuite, on va mettre du polyester recyclé, issu de bouteilles plastiques post-consommation, du cuir recyclé. Et ça, c'est toujours dans des du coton usines, recyclé, etc. Les usines en Chine, tout c'est à toujours fait. Alors, produit en Chine. Chine, Vietnam et Portugal, parce qu'on s'est diversifié. Chez Fago, une fois que la marque était lancée et qu'on avait cette basket lancée, on n'avait qu'une peur, c'est de mourir en monoproduit. C'est-à-dire que Fago soit une marque comme la Converse, c'est-à-dire un seul produit. Du coup, on s'est dit, on va diversifier. Donc, on a créé des chaussures de ville, donc fabrication au Portugal. On a créé de la bagagerie, de l'accessoire. Une partie est fabriquée aussi au Vietnam. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, Fago, on est une marque globale homme, à tendance homme, textile, bagagerie, basket, chaussures et petits accessoires. Génial. Donc, vous venez chez nous, on vous habille de la tête aux pieds. Comment tu as trouvé tes premiers clients ? Alors, nos premiers clients, on les a trouvés... c'est dans les vieux pots qu'on fait la vieille confiture. On a fait des ventes privées dans les appartements étudiants des copains dans le premier temps, qui ont connu un énorme succès. Non, alors pas en précommande. La précommande, ça se faisait sur Facebook. La préinscription pour aller venir à cette vente privée. Okay. On en a fait 7 en France. On a vendu les 5000 paires en 15 jours de vente privée. Donc en 15 jours, les ventes privées s'étalaient partout en France. Tout a été vendu, raz-de-marée. On a invité les magasins multimarques, donc distributeurs comme la Galerie Lafayette, Kiliwatch, des Colette, etc., à venir voir notre vente privée, pour valider notre modèle et dire ok, maintenant en fait il faut qu'on passe chez vous pour les vendre, pour être durable. Et du coup ils nous ont pris parce qu'ils ont vu des files d'attente pas possibles devant les ventes privées. Incroyable. Et initialement, pourquoi on n'a pas démarré par eux, c'est qu'ils nous avaient refusé la distribution, parce qu'à l'époque on accueillait pas très mal, pas assez les jeunes marques, parce qu'ils étaient suspicieux. Ils avaient raison, ils nous voyaient arriver avec nos cheveux bien rasés, nos barbes nos zéro barbe et nos costumes. Et là, attendez, les gars, en fait, il fallait qu'on s'adapte à ce métier. On ne connaissait rien de ce métier. Il fallait qu'on soit dans le mood, quoi. Ouais. Et alors, ça cartonne. Avant qu'on enregistre, on parlait justement du fait que les entreprises, elles peuvent vivre différentes phases. Il y a la phase de lancement, la fameuse traction, là, tu viens de le décrire, puis la phase de croissance. La phase de croissance, tu me dis, je crois qu'on y est en plein dedans, là. Ça veut dire que ça marche bien. Ça veut probablement dire que vous êtes en train de vous structurer. Comment vous financez cette croissance ? Est-ce qu'il y a des levées de fonds ? Comment vous faites ? Déjà, on a voulu rester autonome le plus longtemps possible parce qu'on considère que notre développement, en fait, le but de Fago, c'est pas de grandir très vite, c'est de grandir bien. De grandir bien à la fois sur notre segment mode, mais aussi environnemental. C'est-à-dire qu'on doit faire attention. Et grandir responsable, alors. Voilà. Et du coup, on a levé des fonds au bout de 3 ans parce qu'on n'arrivait pas à financer notre croissance. Les banquiers ne nous suivaient pas pour financer notre croissance. Terrible. On s'est associé à un industriel qui nous aide beaucoup aujourd'hui pour grandir du coup dans les bonnes pratiques. Mais c'est pas une course. Nous, si c'était à refaire, on est très heureux avec notre industriel. Avec grand plaisir, on le referait. Mais aussi, c'est de dire, en fait, la quête d'une entreprise, c'est d'être rentable. Il faut être rentable toute sa vie d'entreprise.
Nous, on n'aime pas brûler le bruit du cash et dire on est mal à l'aise si jamais nos salariés venaient au bureau en sachant qu'on perd tout ce qu'on peut comme des Uber, etc. Donc, il faut être rentable. Et si on lève des fonds, c'est parce qu'on ne peut pas financer une croissance. Alors, c'est un peu ayatollah ce que je dis, mais c'est plutôt de dire, pensez d'abord à vérifier que votre modèle soit rentable avant de le lever à tout prix. Et aujourd'hui, la reconnaissance ne se fait plus par la levée de fonds, elle se fait par la pérennité d'une entreprise. Et on le dit de plus en plus, il y a des bulles qui éclatent en ce moment, de boîtes qui lèvent, passent leur temps à lever des fonds, et du coup, on oublie de faire leur métier. Ça prend du temps de lever des fonds. Tu es en train de nous expliquer qu'en fait, ta croissance, dans la mesure du possible, tu aimes la financer avec tes clients. Tout à fait. Ouais, en fait, ce modèle, il se vérifie tous les jours parce que des clients aiment nos produits. On ne doit pas doper une croissance d'entreprise. Bien sûr, je comprends tout à fait. C'est très responsable. Mais c'est un point de vue, et parce que je ne me vois pas non plus dire je ne veux pas que Fago soit la marque mondiale. C'est pas cette ambition-là. Je veux que Fago soit une belle marque qui fasse de beaux produits, respectueux pour l'environnement et pour l'humain. On va revenir sur l'environnement. Avant qu'on vienne sur cette question-là, aujourd'hui, Fago, c'est combien de salariés ? Alors Fago, aujourd'hui, c'est 65 personnes. Wow. 40 personnes qui sont dans nos boutiques, nos 20 boutiques Fago. Ouais. 5 personnes qui sont nos commerciaux terrain, donc qui vont voir les boutiques multimarques comme des Kiliwatch, des Galeries Lafayette, etc. Donc des magasins qui ne vendent pas que Fago. Et ensuite 20 personnes qui sont au siège, donc dans nos bureaux. Qui occupent, il est à Nantes. On a déménagé il y a 3 mois à Nantes, magnifique. Très bien. On s'est rapproché de nos valeurs. Très bien. Et du coup, avec toutes les fonctions, donc création, logistique, supply, commercial, ADV, SAV, etc., etc. La com et tout. Et aujourd'hui, vous vendez combien de paires de... Enfin, je sais pas. Si alors, on peut parler en arbres, du coup, si tu veux. Ouais. Nous, pour chaque produit vendu, on plante un arbre pour compenser toutes nos émissions de CO2. Depuis 2009, on le fait, donc depuis la naissance. Attends, juste le nombre. Et on a planté 1 300 000 arbres. Okay. Donc on a vendu 1 300 000 produits depuis la création de Transition géniale vers la question de la fin. On en a parlé, tu le connais, et puis tu as commencé à y répondre. Mais évidemment, c'est celle que je pose à tout le monde. Le commerce de futur, c'est aussi cette combinaison e-commerce, transition écologique. Oui. On voit que c'est un mouvement de fond, durable. C'est pas un effet de mode. Il y a quelque chose qui est en train de se changer vraiment dans les mentalités. Donc des arbres pour compenser les CO2. Tu peux me dire un peu plus, c'est quoi ? Oui. Nous, en fait, on est parti du constat que aujourd'hui, le dérèglement climatique, il est en très majeure partie dû aux émissions de CO2 qui sont excédentaires dans le monde. C'est-à-dire qu'on émet trop de CO2 et la Terre ne peut pas en absorber suffisamment. Du coup, on sait que c'est le problème. Et donc, nous, en fait, on a, dès 2008, avant même de créer Fago, on a calculé le bilan carbone prévisionnel de Fago. C'est-à-dire qu'on savait exactement ce qu'on allait mettre en CO2 sur la fabrication du produit, le transport, nos ordis, nos mails, nos petits bureaux, donc l'appartement, chauffé au gaz, nos déplacements, etc. Donc, on savait exactement notre bilan carbone. On le connaissait. On le fait tous les 5 ans aujourd'hui pour piloter une grande série de réductions d'émissions de CO2. Cette réduction d'émissions de CO2, elle se lie sur plein de points, notamment l'usage de matériaux recyclés dans nos produits, 50% sur la collection de cet été. Ça nous permet de réduire 50% nos émissions de CO2 sur la fabrication des produits. Le transport, on utilise beaucoup le train, on ressuscite le train, qui est un transport très vertueux, qui émet beaucoup moins de CO2 que le bateau, qui lui-même d'ailleurs le bateau émet beaucoup moins de CO2 que l'avion. Tu veux dire que tu fais venir de Chine par train ? Ouais, tout à fait. Ça prend le transsibérien, magnifique. J'adorerais d'ailleurs être au-dessus d'une boîte de chaussures pendant ce voyage. Ouais. C'est le voyage le plus beau à faire. Ensuite, on met des bornes de tri et de recyclage dans nos boutiques pour informer les gens qu'il faut trier aujourd'hui leurs vêtements, les vêtements. On jette 500 millions de vêtements par an en France dans la poubelle. 500 millions. C'est 10 par personne. Enfin, c'est un chiffre, moi, qui me rend dingue. Et du coup, on se dit, chez Fago, notre mission, c'est de dire, si vous devez acheter Fago, c'est parce que c'est nécessaire pour vous, c'est important. N'achetez pas à la volée. Et 2, ce que vous n'utilisez plus, allez soit le revendre sur une plateforme de seconde main, parce qu'il y a des gens qui pourraient être sensibles à ça, et qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter du neuf, et qui d'ailleurs aiment aussi le vintage. Et 2, si ça il ne vous sert plus, vous ne le jetez pas dans une poubelle, mais vous le rapportez dans la boutique, et on le recyclera pour refaire des vêtements. Parce qu'aujourd'hui, c'est une aberration de reproduire des matières premières quand on en jette suffisamment pour pouvoir les reproduire.
Donc ça, c'est la réduction des émissions de CO2. Ouais. Et enfin, mais c'est hyper vertueux en fait tout ça, et il faut le prendre avec le sourire en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas culpabiliser, nous on dit juste changeons en fait. Ouais. Et c'est des petites habitudes, des petits leviers comme ça. Au lieu de le jeter dans une poubelle verte, bien sûr, je le ramène dans une boutique, cool. Et dernier point, du coup il faut compenser les émissions de CO2 qui restent. Et ça, dans ces émissions Et là, c'est de les CO2 arbres. qui restent, c'est l'arbre. L'arbre, c'est le Vous poumon. le plantez où ? On le plante en France en majeure partie. On a 99% de nos arbres qui sont plantés en France. Mais comment tu trouves les endroits où les planter ? On plante soit chez des particuliers, des collectivités locales ou des groupements forestiers. Et en fait, ces forêts sont accessibles, donc on peut s'y rendre et on donne l'exacte localisation sur notre site. Tu veux pas contacter Hidalgo pour venir en planter quelques-uns à Paris ? Ah mais moi, je fais que ça depuis 10 ans. C'est vrai ? Par contre, on va y arriver à Nantes dans 2 ans. Cool. Johanna Roland s'y est engagée, la maire. Cool. Donc on va planter enfin en ville. Parce que ce qu'on veut faire avec ces arbres, pourquoi est-ce qu'on les rend accessibles et qu'ils sont en France, à côté de chez vous ? C'est-à-dire qu'il y a des forêts fagots à moins d'1 heure de chaque ville de France. C'est pour recréer ce lien distendu entre la ville et la nature. On habite dans la ville, on ne va plus dans la nature. On doit recréer ce lien. Mais Nicolas, c'est juste génial. C'est la première fois que j'ai un témoignage aussi fort, aussi concret, aussi percutant et impactant. Merci, mais vraiment, pour cet échange. Je pense que ça va en inspirer beaucoup. C'est très important que tu puisses en parler avec cette transparence. Merci, vraiment, je suis impressionné par tout ce que vous avez fait, la philosophie avec laquelle, dès le départ, vous avez créé votre entreprise. Bravo à Frédéric et toi, parce que c'est remarquable. Donc, merci. Avec grand plaisir. Merci. Merci pour cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. Et donc, si ce podcast, cet épisode vous a plu, notez-le 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour le promouvoir. Sachez que vous êtes plus de 60% à l'écouter via Apple Podcast. Donc, c'est un vrai levier de notoriété. Et puis, si vous cherchez à me joindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou laisser des commentaires sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.